et l'autre spirituel, mais en fait de cette substance spirituelle un principe qui est inhérent ou voire immanent, disons inhérent, parce qu'immanent et inhérent, c'est voisin, mais c'est pas exactement la même chose, et l'inhérence implique quelque chose de plus large et de moins déterminé, au corps, que l'on en fasse l'intelléchie du corps comme Aristote, ou encore la puissance, ou encore que l'on définisse le corps comme seule substance et l'incorporel comme quelque chose qui n'est pas déterminable du point de vue substantiel, mais qui accompagne le corps en tant qu'expression, en tant que sens, en tant que tout ce qui est indissociable du corps sans se confondre avec lui. Donc il y a alors cette âme qui se trouve chez les stoïciens est rejetée, si l'on peut dire, le mot n'est peut-être pas exact, parce qu'il est un peu négatif, se trouve transplanté du côté de l'ensemble des corps, c'est-à-dire elle n'est pas attribuée à des substances individuelles, mais elle a été attribuée au monde, à la nature dans son ensemble. C'est-à-dire que là, ce n'est pas du côté des individus qu'il faudrait chercher l'âme, c'est du côté de l'âme du monde. Idée qui a été reprise parmi les modernes, par Schelling en particulier, qui a adopté cette conception en se reliant à la pensée antique. Ce n'était pas d'ailleurs tellement Aristote qu'à Plotin qui s'est relié en forgeant cette idée qui fait qu'il ne faut pas penser l'âme comme une substance séparée du corps, mais comme une force, comme un principe d'animation. Donc, il y a des différentes conceptions de l'âme qui toutes ne sont pas incarnées, si on peut dire, ne sont pas concrétisées dans l'opposition dualiste entre l'âme et le corps. Le moment où l'âme devient incompatible avec le corps, c'est incontestablement dans une pensée de type dualiste ou cartésien, et qui va poser des problèmes totalement insolubles et qui vont être concrétisés dans des matérialismes difficilement soutenables d'une façon radicale, comme ceux du XIXe siècle, avec la métrie ou Helvétius. La matière peut penser, elle suffit à penser, la mécanique, le corps est une mécanique qui peut penser par elle-même en réduisant tous les mouvements de l'âme à être des réflexes mécaniques dans un corps conçu à la manière d'une machine. Lorsque ce mot de machine est repris par Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, il ne se relie pas particulièrement à cette conception de l'homme-machine qui se trouve chez la métrie. C'est une autre conception. C'est plutôt la machine elle-même qui se trouve tirée en quelque sorte du côté de l'âme, au niveau des analyses infinitésimales de la matière, où l'immatériel, les immatériaux en quelque sorte, c'est-à-dire les énergies, tout ce domaine de l'indiscernabilité entre le matériel et l'immatériel, vient se substituer à cette distinction extrêmement nette du corps compris comme étendu et de tout ce qui appartient à l'âme, compris exclusivement comme une substance pensante. Donc il y a là un certain nombre de distinctions à opérer qui ne permettent pas, qui bien sûr peuvent
naître dans le cadre de la question première, c'est-à-dire comment loger l'âme dans un système qui semble être au contraire organisé, donner toute la place essentielle au corps, mais qui ne permettent pas des solutions qui seraient des solutions abruptes, qui mettraient l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Lorsque tu dis, à très juste titre d'ailleurs, que en définitive on voit se profiler l'âme comme un complément de ce qui chez Artaud, repris par Deleuze et Guattari, s'appelle le corps sans organes, là tu as raison dans la mesure où il y a en quelque sorte une absorption du corps, de l'âme par le corps, mais en même temps le fait que la notion de corps était profondément modifiée, puisque à la place du corps organique, il y a quelque chose qui comprend à la fois du corps, de l'incorporel, et qui va jusqu'à l'âme, qui pour Artaud, il l'écrit explicitement, n'est qu'autre chose que l'infini du corps. Au fond, nous avons dans ce problème de l'âme quelque chose qui est également un transfert hyperbolique, un déplacement vers l'inconditionné, une sorte de transgression vers le dépassement des limites, qui est assez comparable à ce que je disais tout à l'heure dans ce phénomène de généralisation tel qu'il avait été compris par Bataille. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la manière dont cette âme atomique avait été une manière, une façon de reprendre en compte tout ce que tu appelles à très juste titre, d'ailleurs l'expression est juste, l'écriture de l'âme, l'impossibilité de contourner dans le langage, dans les expressions philosophiques, à la fois le mot et la notion d'âme, mais en même temps la nécessité impérative de distinguer l'âme de celle qui est comprise dans une philosophie du sujet, dans une égologie, ou dans une conception des âmes substantielles et individuelles, s'orienter davantage peut-être vers l'âme du monde, tout en dépouillant également cette âme du monde de toute forme de substantialité. C'était ça un peu pour également l'exposer de façon extrêmement rapide, parce que dans le détail, c'est plus complexe et ça pose un certain nombre de questions, mais c'était ça un petit peu l'orientation de cette reprise en compte, de cette réhabilitation, si l'on peut dire, tu utilises le mot peut-être, de cette réhabilitation de l'âme à un moment où la philosophie, bien que n'étant pas totalement sous le signe du positivisme, conserve un petit peu des préjugés comparables à ceux d'un positivisme semblable à celui du XIXe siècle avec la psychologie issue d'Auguste Comte, lorsque les psychologues disaient que l'on a cherché l'âme au bout du scalpel dans le cerveau et que jamais on ne l'a trouvé. On n'a trouvé ni son siège, ni sa présence dans aucune cellule cérébrale. Incontestablement, il n'y a pas de logement de l'âme, pas plus que les astronautes n'ont trouvé Dieu quelque part dans le ciel qu'ils ont tenté d'explorer. Donc, il faut, dans cette reprise de l'âme, évidemment, éliminer des faux problèmes, des problèmes mal posés, ou posés à partir de données qui seraient insatisfaisantes. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions.
Moi j'interviens, René. C'est pas par rapport à ça, parce qu'il y a des questions. C'est que je ne peux pas rester longtemps. Je ne sais pas si vous faites une pause, parce que j'ai des salles, des croquis à côté, dans la salle à côté, que je peux vous montrer, mais je m'en vais après. Oui, bien sûr. Donc c'est si on peut tous aller dans la salle à côté, on ferme ici à clé, vous pouvez laisser vos affaires. On regarde. Exactement. Et je sais pas. Oui, avec plaisir. Parce que je l'ai fait, je vous le montre, je n'ai aucun. Je ne suis pas rassuré sur le résultat. C'est tout. Enfin, sur l'intérêt, etc. On va causer ultérieurement ce genre de choses. Voilà. Oui. Ça fait un peu de distraction. Là. On donne la parole. Essayez de sortir. Faut sortir. Parce que... Là maintenant, on va juste voir quelque chose à côté, puis on revient. Comment on fait? Non, mais ce qui me demande de comprendre, c'est tout ce que c'est à fond. Non, vous n'avez pas la suite. Hein? Mais vous comprenez que dans la parole, dans les mots, ou est-ce que ce que vous ne comprenez pas, ce sont les mots qui sont dits, ou est-ce que c'est le sens de ce qui est dit? Sur les mots. Non, c'est peut-être qu'ils ne savent pas où on va, non? Ah non, non, mais c'est pas de ça qu'on parle. J'ai cru comprendre, c'est du contenu, c'est ce qui s'est dit avant. Non, non, c'est pour aller quelque part. On va voir des photos. Oui, mais s'ils comprennent pas, on va voir des photos, je veux qu'on comprenne la question. C'est la question. Pourquoi quelqu'un dit que vous ne comprenez pas? On reparlera de cela ensuite. On va prendre les photos où, alors? Des plastiques. Tu veux des plastiques? Tu as une clé? Elle a une clé. T'en veux? Ah, merci. Ça m'empêche de parler, moi. Je ne peux pas prononcer un mot dans ces conditions-là. Si, ils comprennent des choses, mais ils ne comprennent pas tout. Je pense qu'ils n'ont pas compris la fin. Comprends pas le sens. Si, ça veut pas dire qu'ils comprennent rien, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Comment? Formidable. Vous savez, quand j'étais en vacances, j'ai vu la chapelle Cocteau à Villefranche-sur-Mer. Faut que tout le monde vienne là. Ah, c'est sur la... Non, non. Je connais, moi, ces docteurs comme toi, David. Parce qu'il n'y a pas de liste. Pour ceux qui veulent voir, venez vite là. Je le lance et puis c'est tout. Hein. Pas d'entrée. C'est dans la Médina de Tunis, dans une perspective de la Médina. C'est une milieu éternel comme ça, là. On dirait une sorte de circonflexe. Avec ces pierres, on voit que c'est des pierres, ce sont des pierres. Ces pierres tombales, et ce sont des femmes, on les voit avec leur voile, qui ressemblent à des pierres tombales. Qui ressemblent à elles-mêmes à des pierres tombales. Femmes, il y a passant le long des remparts des rois. C'est un peu clair, c'est pas mal. Ah, c'est ça, on voit, je vois. On dirait comme des aquarelles de clé. C'était chez Hamid que j'avais vu ça. Ah ben ça, c'est 11 heures en train de nager. En train de nager dans la piscine de l'hôtel. La Sérangais. Et ça, c'est la mosquée, l'orangerie d'Hamid. Le gros Hamid est en train de montrer quelqu'un que vous connaissez. la chaîne de Corbe, citerne du bassin des Aglabites. Oui, oui. Il y a 3 bassins des Aglabites qui sont superbes. Pas mal, celui-là. C'est ça qui s'est blotti en bas d'un mur. Et il y a des hommes qui regardent. Oui. C'est moi, en fait,
juste un petit regard. C'est dans la langue de Kérou. Ça, c'est sur la place. Voilà, souci avec des serpents autour du cou. Ce sont des serpents vrais, des vrais serpents, des serpents. Ils sont des êtres vivants. C'est Souzy avec des serpents autour du cou. Ils ont voulu m'en remettre, c'est qu'ils n'en fait jamais de la vie, vous me tueriez plutôt que de mettre un fait. Une vue sur la sortie du port de Sousse, en Tunisie. C'est un lac de Sidi Djidi, qui était bleu, mais bien bleu, d'une intensité absolument inimaginable, ce lac. L'ensemble de toute la baie, cette fois-ci toute la baie de Tunis, Carthage, qui était dans le fond. Arrivé le matin. Rio 2004. Voilà. Ah ben voilà. C'est quand j'ai ça électoral 2004. Hein. Ah ben c'était là où c'était. Mais il faudrait une qui soit plus jolie. Là c'est une favela. C'est la favela de l'université centrale de l'université. Oui, c'est une favela de Rio de Janeiro. Qui s'appelle la cathédrale de Verre, oui. Et ça, c'est la statue de la princesse Isabelle, racheteuse des esclaves, en juillet 1813. Régente du Brésil, à ce moment-là, c'était Trump, en juillet 1813, elle était régente du Brésil, et elle est appelée libératrice, on a libérateur, et elle a rentré là-dessus. C'est assez ressemblant, parce que c'est une statue qui est sur la place de Rio. Ça, c'est derrière l'expérimentaire de l'Angola, et là, c'est de l'autre côté, parce que quand tu tournes, tu as tout un tas de choses. Mais la véritable cathédrale, c'est ça. Les intérieurs sont comme ça. L'église du 16e et 18e siècle. C'est pas comme cette fameuse cathédrale en or que l'on a faite. Ça c'est pour passer. Il y a le pont. Tu vois, il y a le pont qui a 12 km. Mais avant qu'il y ait le pont, et maintenant encore, il y a un bateau transbordeur qui va à Niterol qui est l'autre côté de la rade, et où il y a l'université de Silvia Tedesco, l'université également qui viennent très très souvent et qui sont en relation avec Paris 8. Mais comme les gens des automobiles qui ont toujours à toute vitesse, elles prennent jamais de beaucoup prendre ça. Là, tu vois, on prend le bateau, c'est très agréable. C'est bien. La pierre philosophe. Ah ben c'est ça. Donc on ressort La pierre. On ressort la pierre philosophale. J'ai l'impression à la donner dans les mains. À la mettre dans. Prends-la, alors toi, c'est toi qui vas l'avoir, la pierre philosophale. Maintenant, je te la transmets pour la prochaine demi-heure et ensuite on passera à autre chose. Les gens qui n'étaient pas là. La voisine de Paulette n'était pas là. Dans le Une fille n'était pas là. On refait tourner le cahier. La seconde partie avec Romain, à qui j'ai demandé de faire un petit exposé rapide et qui tournera autour pour ensuite tourner la page, tout pour l'instant plus ou moins, qui tournera toujours autour de la compréhension de ce qui pour les auditeurs est important dans la pensée que j'ai conduite depuis l'ouverture de ce séminaire.
s'agit de Romain Charnel. Écris ton nom parce que tu vois bien que l'audition de la part d'un certain nombre de ce qui est compréhensible d'étudiants n'est pas parfaite. Donc il faut écrire pour que l'on sache comment